Mais Marc, pour l'instant, tu peux laisser la lumière. Pour l'instant, tu peux laisser la lumière. Merci. Ouais, c'est très important. C'est parti alors. Donc, merci d'être là, merci d'être réunis tous ensemble dans l'amour de Kessel. Nous laissons entrer les gens qui rateraient ces paroles précieuses et s'asseoir. Et ce soir, c'est un jour spécial parce que c'est vraiment entre amis que se passe cette conférence, puisque le GEM accueille deux amis de longue date entre eux et des amis de moi-même. Donc, vous connaissez certainement François Heilbronn pour d'autres, sous ses autres casquettes, vice-président de la Shoah du Mémorial, professeur à Sciences Po. Bon, nous ne sommes pas là pour... voilà. Vous connaissez sans doute moins, je dirais, médiatiquement mon ami Hubert, mais eux deux se connaissent extrêmement bien. Et Hubert possède une librairie dont il va vous parler, dont une grande partie est dédiée au grand Kessel, au Lyon. Et ces deux-là, eh bien, se connaissent très très bien. Et donc, ils vont nous parler de celui qu'on a nommé l'empereur, le lion, par ses copains, par ses confrères. Donc, ce grand journaliste qui a traversé, au fond, tout le XXe siècle au grand galop, en cavalcade, par tous les moyens qui lui étaient donnés, nous a fait découvrir, à part ses 80 romans ou 80 textes, là j'ai un spécialiste, alors 88, un monde invraisemblable. Et il est reconnu dans ses qualités d'écrivain depuis assez peu longtemps, puisque le journalisme reportage n'a pas été toujours considéré comme une discipline littéraire à part entière, et la reconnaissance littéraire est venue beaucoup plus tard. Donc, il a fait rêver tous les journalistes, d'ailleurs qui devraient en prendre de la graine, hein, certains d'entre eux, pour la qualité des reportages, pour la manière extraordinaire dont il va sur le terrain, pour les conversations qu'il obtient des gens, qu'il voit, etc. Il a donc la soif, le moteur, le plaisir, la soif de vivre, la curiosité insatiable, l'honnêteté intellectuelle. Et donc ce soir, vous le connaissez par bien d'autres textes, surtout si vous avez lu les 88 textes. Et ce soir, nous allons nous intéresser à une facette qui sans doute est un petit peu moins connue du grand public et que François et Hubert ont appelé l'ami sioniste, c'est-à-dire les relations, étudier les relations que Kessel, dans ses romans bien sûr, mais aussi dans sa vie, a entretenues avec la Palestine et avec la création de l'État d'Israël. Dans le premier temps, je vais vous demander déjà de vous présenter pour ceux qui auraient raté votre notoriété. D'abord, François, en dehors de ce que j'ai dit de toi, qui es-tu par rapport à Kessel et comment as-tu connu Kessel? Alors, tu as oublié une chose essentielle dans la présentation, c'est que je suis un militant et un adhérent du MJLF devenu Judaïsme en mouvement. Donc, oui, bien sûr, je suis heureux d'être dans la synagogue. Bravo. D'être dans la synagogue où nos 5 enfants, mon épouse Ariane Bois, que vous connaissez, est là, nos 5 enfants ont eu la chance d'avoir 5 rabbins. Notre fils Jean, c'était avec Daniel Fari, sa bar mitzvah. Notre fils Aurélien, c'était avec Gabriel Fari. Notre fils David, c'était avec Stéphane Berkovitch. Notre fils Max, c'était avec Yann Boissière. Et notre fille, normal, notre fille Salomé, c'était avec Delphine Ormina. Voilà. Donc 5 rabbins pour 5 enfants. 5 rabbins, 5 enfants. Moi, on a voulu comparer, on a les notes, on garde les notes secrètes. Voilà. Donc ça, c'est la premier réoubli que tu as fait.
les autres, tu as dit tout ce qu'il fallait savoir sur moi. Kessel, comment j'ai rencontré Kessel? Comme beaucoup, j'ai rencontré Kessel à défaut, petit garçon, et je dirais que Kessel fait partie de ces très très grands écrivains qui sont écrasés par une œuvre littéraire vue comme littéraire et enfantine. Pour moi, il y a 3 écrivains majeurs que sont Hemingway, London et Kessel, assez proches d'ailleurs, et London est écrasé par Peau-Blanc, Hemingway par Le vieil homme et la mer et Kessel par Le lion. Et pourtant, ce n'est pas leur meilleur livre aux 3. Pour moi, ce n'est pas leur meilleur livre. Et donc, je me suis arrêté au Lion. Mais par contre, à partir de l'âge de 15 ans, j'étais un militant sioniste. Et jeune militant sioniste, on m'a fait lire Terre d'amour. Là, je me suis dit, tiens, cet écrivain, ce n'est pas juste la littérature enfantine. Terre d'amour, c'est puissant, c'est très beau. Et puis plus tard, j'ai eu un coup de foudre pour L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, qui je considère est le plus grand roman jamais écrit sur la résistance. Et puis, dans la construction de la découverte, il y a eu l'arrivée d'Hubert Cara. En 2002, on avait invité avec Ariane à dîner Elie Barnavi, qui était à l'époque un ami et aussi ambassadeur d'Israël en France. Et je voulais lui donner comme cadeau l'édition originale de Terre d'amour. Donc, il y a un très bon site sur Internet, je vous conseille, qui s'appelle AB Books, qui vous permet de trouver des éditions originales. Je tape AB Books et puis je cherche une édition originale de Terre d'amour pour l'acheter. Et je vois qu'il y a une librairie qui s'appelle La Rose de Java, qui en a plein. Je me dis, tiens, en plus, ça s'appelle La Rose de Java, ce n'est pas par hasard, parce que c'est un des très beaux textes de Kessel. J'appelle le libraire, il est là, à ma droite, là, Hubert Boucara. Je lui dis, vous avez des Terres d'amour? Il me dit, ah, ça, j'en ai, là. Alors, on prend rendez-vous, et donc j'arrive dans cette librairie rue Campagne Première. Je vous recommande d'aller si vous aimez Kessel, si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez Kessel. Et donc, on commence une vraie discussion sur Kessel, une vraie amitié, et surtout, Hubert me dit, très bien, tu as lu L'Armée des Ombres, tu as lu La Patience du sans souci, mais il y en a encore plein à lire. Il me fait découvrir le très très grand texte de Kessel, le livre préféré par Kessel, Le Tour du malheur. Et grâce à Hubert, j'ai non seulement tout lu, tout découvert, et puis comme il est libraire en livre ancien et que je suis bibliophile, on a acheté beaucoup ensemble des Kessel. Voilà, une amitié est née, et donc je te remercie de nous réunir ce soir. Vous étiez les 2 hommes que nous voulions avoir ici. Voilà, pour parler de Kessel, et moi en tant que fan, et puis maintenant Hubert va nous expliquer son lien avec Kessel qui était autrement plus fort. Sinon, je voulais saluer dans la salle Anne-Marie Kessel, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Anne-Marie Kessel est la veuve de Patrick Kessel. Patrick Kessel était le fils de Georges Kessel, petit frère adoré de Joseph Kessel. Merci Anne-Marie d'être avec nous. Merci. À toi. À toi. Alors bon, vous l'avez compris, je m'appelle Hubert Boucara, je suis libraire à Montparnasse. Le micro. Je suis libraire à Montparnasse. La librairie s'appelle La Rose de Java. Et ce n'est pas par hasard, parce que j'avais choisi ce nom à l'époque quand j'ai ouvert cet endroit. J'avais choisi ce titre-là, parce que c'est le titre d'un livre de Kessel, parce que je possède le manuscrit de ce livre. Donc, c'était juste un symbole avec moi-même. Et tu possèdes ce manuscrit parce que Kessel te l'a donné. Parce que Kessel me l'avait offert, le jour de mes 22 ans. Alors moi, la façon dont j'ai abordé Kessel, ça remonte à longtemps plus tôt. La première fois, j'avais 12 ans. Mais ce n'est pas lui directement, mais c'est un livre. C'était sur un marché, j'étais avec ma mère, on faisait un marché alimentaire. C'est un marché couvert, il y avait un bouquiniste, et il y avait des caisses de livres bien rangées, quelques livres éparses posés comme ça sur la table. Et il y en a un qui attire mon attention, pas parce que l'auteur était Kessel, je ne savais pas qui il était à ce moment-là, parce que la couverture était joliment illustrée, simplement. Comme quoi les événements de nos vies tiennent à pas grand-chose. Quand j'ai lu ce premier livre, c'était L'Équipage, c'est son deuxième livre, paru en 1923. Quand j'ai lu ce livre, je suis tombé raide, dingue de cet auteur, donc j'en ai cherché d'autres, j'en ai lu d'autres. À 16 ans, j'avais lu à peu près les 2/3 de l'œuvre, soit une 60aine de titres. Et donc, à 16 ans, j'avais décidé que j'allais le rencontrer. Chose dite, chose faite, j'ai fait en sorte de le rencontrer, je lui ai écrit. Mais je lui ai écrit pas en parlant de moi, parce que ce n'est pas très intéressant, mais en parlant de lui, mais en parlant de ses livres, et de le situer dans ses livres, parce qu'il est tout le temps dans ses livres. Soit il est un des personnages, comme dans Le Tour du Malheur, Richard Dallot dans Le Tour du Malheur, c'est lui.
Jacques Ledrose dans Les Enfants de la Chance, c'est lui. Jean Herbillon dans l'équipage, c'est lui, etc. Soit c'est le narrateur, quand il y a un narrateur, quand le livre est raconté sous une forme narrative, le narrateur, c'est lui, tout le temps. Donc, j'avais fait ce travail-là. Et puis, le but, c'était de lui faire parvenir, c'était 3 grands cahiers d'écoliers remplis d'écriture. Et donc, le but, c'était de lui faire parvenir. Et le moyen, à l'époque, je ne pouvais pas l'envoyer par la poste parce que c'était les événements de 68. Il y avait des grèves partout. Donc, je ne pouvais pas l'envoyer, au risque d'être perdu. Donc, je le prends sous le bras et je vais le déposer à l'Académie française. Simplement. Voilà. C'était simple. Donc, dans l'édifice, il y a un type qui me dit, jeune homme, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous renseigner? Ah, je dis, oui, vous pouvez. Je dis, vous pensez que c'est possible de remettre ça, monsieur Joseph Kessel? Elle me dit, bien sûr, c'est possible, tout est possible. Il me dit, mais c'est quoi ça? Ah, ben, je dis, c'est des cahiers. J'ai écrit des trucs pour lui dans des cahiers. Et je m'apprêtais à ouvrir. Il me dit, non, 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 faut pas ouvrir l'enveloppe. Tu me dis ce que c'est et je te crois. Donc, et là-dessus, il me dit, je m'en charge personnellement. Ah, ben, je dis merci beaucoup. Et donc, au revoir monsieur, bonne journée, etc. Et puis, il pouvait le faire comme il pouvait ne pas le faire. C'était quitte ou double. Donc, il le fait puisque quelque temps, pas longtemps plus tard, un soir à la maison, le téléphone sonne et ma mère me dit, tu sais, il y a un monsieur qui veut te parler. Je dis, mais je ne connais pas de monsieur. Donc, il me dit, il y a un monsieur qui veut te parler. Donc, je prends le téléphone, je fais allô. Il dit, bonsoir, êtes-vous Hubert Boukhara? Je dis, oui, monsieur. Il dit, je suis Jeff Kessel. Alors, Jeff, parce que tous ses amis, tous ses proches l'appelaient Jeff. Personne ne l'appelait Joseph. Et là, donc, en entendant ce nom, on est un peu scotché. On ne s'y attend pas trop. Et je lui dis, c'est une blague? Il me dit, pas du tout. Il dit, êtes-vous l'auteur de ces cahiers remplis d'écriture? Ah, je dis, mais c'est vraiment vous alors? Il me dit, c'est vraiment moi. Il dit, que voulez-vous? Je dis, pouvoir vous rencontrer, c'est ce que je dis à la fin. Il dit, vous êtes journaliste? Je dis, monsieur, j'ai 16 ans, je suis lycéen. Voilà, c'était parti comme ça. Ah, il me dit, très bien. Il dit, très bien quoi? Je dis, non, on ne me l'avait jamais faite, celle-ci. Bon, donc, il me dit, OK. Mais petit mercredi prochain, à 11h, devant l'Institut. Je dis, c'est quoi l'Institut? Il me dit, l'Institut, c'est là où vous avez déposé votre paquet. Ah, je dis, l'Académie française. Il dit, voilà, c'est ça. Donc, j'attendais le mercredi avec impatience. Mon père, qui à ce moment-là me dit, dis-moi, tu parlais avec qui là? Je lui dis, avec Joseph Kessel. Il me dit, comment ça, Joseph Kessel? Je dis, c'est un écrivain. Je dis, je te remercie. Je sais qui est Joseph Kessel. Ce qui m'échappe un peu, c'est comment Joseph Kessel te téléphone à toi, Hubert Boukhara. Juste parce que je lui ai écrit. Ah, il me dit, d'accord. Bon, très bien. Il me dit, j'ai compris que tu avais rendez-vous avec ce monsieur. Je dis, ouais. Il me dit, bon, puisque c'est fait, tu y vas, mais tu le fais qu'une seule fois. Et moi, dans ma tête, je me dis, cause toujours. Enfin, que dans ma tête, parce que sinon, ça ne se passait pas bien. Voilà. Mais voilà, donc le mercredi arrive, moi j'arrive plus tôt que prévu. J'étais à 11h moins le quart devant l'Institut et j'attendais comme un souricate dans la savane à guetter comme ça. Et on le voit arriver, parce qu'on le reconnaît, il a une allure. On le reconnaît. Et il vient directement vers moi en me disant, mais toi, tu es Hubert Boukhara. Je dis, oui, monsieur. Alors, il me dit, bon, mais tu veux quoi exactement? Je dis, voilà, ce qu'on fait là, c'est se rencontrer, discuter, parler de livres, aller boire un coup, fumer une clope. Il me dit, t'es pas intimide, toi? Je dis, je crois pas, non. Et il me dit, très bien, alors on va se balader. Alors on traverse pour aller de l'autre côté, côté Seine. Et puis là, il y a les bouquinistes. Donc on regarde les livres. Il me demande si je connais tel auteur ou tel autre auteur. Bon, la plupart du temps, je ne les connaissais pas. Il me dit, ah, tu ne connais pas Macorlan? Je dis, j'ai 16 ans, hein, ça va venir. Hein. Donc, on a passé donc, une journée comme ça entière à discuter, à marcher, à regarder les livres chez les bouquinistes et puis aller boire des coups. Donc, on va dans un endroit qui est sur le long des quais, qui existe encore. D'ailleurs, ça s'appelle la Frégate. C'est à l'angle de la rue du Bac. Et il me dit, le garçon arrive, il me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et moi, un peu naïvement comme ça, je dis, je ne sais pas, un coca.
Bon, il dit alors un Coca-Cola pour le jeune homme et une double vodka pour moi. Bon, c'était pas que la seule, hein, il y en avait d'autres. Voilà. Donc, on a passé comme ça la journée à parler. Et puis, à la fin à un moment donné, il me dit t'as pas quelque chose à demander là? Je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose que je devrais demander. Il me dit réfléchis. Alors je dis bah oui, ça serait bien qu'on puisse recommencer ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah tu vois que tu avais quelque chose à demander. Il me dit bah on va recommencer. Et puis l'histoire est partie comme ça. Donc c'est une histoire qui a duré 11 ans jusqu'à sa disparition en 79, 23 juillet 79. Donc j'étais devenu un peu le protégé de ce monsieur. Alors lui qui était quand même un auteur, un grand de talent et de taille, et moi j'étais du haut de mes 16 ans, j'étais un peu le mentor et le candide. C'était un peu une histoire comme ça. Donc il m'a appris à découvrir des tas d'auteurs que je ne connaissais pas. Pendant un long moment, c'était les Russes. Au bout de quelques livres d'auteurs russes, je dis, on ne peut pas changer un peu là. Il me dit, t'aimes pas les Russes? Ben si, j'aime bien les Russes, mais c'est pas très rock'n'roll. Hein. Il me dit, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah ben, je dis, c'est pas très drôle. On se marre pas avec les Russes, c'est dramatique tout le temps. Voilà. Donc, il dit, bon, on va lire autre chose. Bah, je dis, oui, moi, je voudrais bien lire René Fallet. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que c'est drôle, simplement. Il me dit, mais la littérature, ça doit être drôle. Bah, je dis, entre autres, oui, ça doit être aussi drôle. Il ne faut pas que ce soit que des guerres ou des drames. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne me fait pas rêver. Donc, il m'a fait découvrir les Russes et je lui ai fait découvrir René Fallet. Finalement, il était bien content. Et la vie a continué comme ça pendant des années. Et c'était comme comme un conte de fées. Comme quelque chose de totalement irréel. Parce que lui, il n'était pas tout seul. Il y avait ses amis. Ses amis, c'était des écrivains, des artistes, des comédiens. Donc, je me retrouvais avec des gens comme ça. Parfois, je me dis, mais pourquoi je suis avec tous ces gens? J'ai pu être à la même table que Lino Ventura ou Michel Audiard, que je n'aimais pas trop. Mais bon. Et tu as fait des voyages avec lui? Alors, le premier voyage qu'on a fait ensemble, c'était pour mes 17 ans. Donc, il m'a emmené à New York. On a passé 15 jours tous les deux à New York. Voilà. Donc, on est allé en Israël plusieurs fois, mais à New York souvent. Et puis, moi, je l'ai fait aller quelque part, mais sur la fin, c'était dans les dernières années, j'ai réussi à le faire, à le déplacer. Et je lui dis, tu viendrais avec moi à Hambourg? Ah, me dit, mon garçon, il faut que tu aies une raison suffisamment valable pour me faire aller à Hambourg. Et combien de temps? Je lui dis, un soir. Il me dit, un soir? Qu'est-ce que tu veux faire un soir à Hambourg? Je lui dis, c'est pour un concert de Miles Davis. Ah, il me dit, bon, on y va. Donc, on a fait le voyage, on a pris le train, on a assisté à ce concert, on est revenu, simplement. Donc, il était ravi parce qu'il aimait bien ce genre d'événement. Donc, on a fait comme ça de nombreux voyages ensemble. Donc, mais après, il m'emmenait partout où il allait, donc c'était facile. Est-ce que vous avez parlé ensemble de ces, je sais oui, mais question oratoire, de ces rapports avec la Palestine devenue Israël? Alors, déjà avec le judaïsme, mais le judaïsme, il n'était pas proche. Il n'était pas proche parce qu'il était de parents totalement athées, lui-même complètement athée, avec aucune pratique, zéro pratique. Donc, il ne se sentait pas proche de ça. Donc, mais par rapport au premier voyage de ce livre, La Terre d'amour, là, au cours de ces... Donc là, on est en 1924, 26. Là, il va découvrir sa judéité. S'il le dit, il le raconte dans ce livre, il retrouve inconsciemment des sortes comme des parfums, des odeurs qui étaient enfouies peut-être quelque part en lui peut-être de sa Russie, pas natale parce qu'il n'est pas né en Russie, mais il a quand même grandi là-bas. Mais il a retrouvé des odeurs, des atmosphères qui lui sentaient proches. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un juif pratiquant, hein. C'était loin de là, il n'était pas pratiquant du tout. Hein. Il n'a jamais même pratiqué, il n'a jamais, ne serait-ce que faire une journée de Kippour, ça, c'est jamais arrivé. Hein.
Donc, il était athée, mais ça, c'est pas grave. Après, il y a deux sortes de juifs. Il y a ceux qui pratiquent, il y a ceux qui militent. Lui, c'était un juif militant. C'est bien aussi, c'est parfait. Je crois qu'on va justement entrer dans la partie François pour voir cette partie du rapport très, très spéciaux qu'a entretenu Kessel avec la Palestine, Israël. Merci Niki. Et oui, la transition est difficile après l'émotion d'écouter Hubert et de parler de son amitié avec Jeff, qui était. Je suis toujours un peu jaloux quand il raconte ça, parce que je suis un petit peu plus jeune que Hubert, mais j'aurais pu le connaître. J'aurais pu connaître Kessel, mais effectivement, je n'ai pas eu ni la curiosité, ni la chutzpah, on peut dire la chutzpah d'Hubert d'aller démarcher un académicien qui avait plus de 50 ans de plus que lui. C'est ce qu'il disait, il m'a dit que j'étais quelqu'un d'audacieux. Tout à fait. Alors, le thème que je veux aborder aujourd'hui avec vous est un thème un peu volontairement provocateur, c'est Joseph Kessel, sioniste. Alors, on connaît Joseph Kessel, ami d'Israël, mais pourquoi sioniste? En fait, je voudrais tout d'abord parler de sa découverte du sionisme. Il naît en 1898, comme vous savez pour la plupart d'entre vous, dans une colonie juive du baron de Hirsch, à Santa Clara en Argentine. Et il est né de deux parents, Raissa et Samuel Kessel. Samuel Kessel, de son vrai prénom Shmuel Kessel, avait reçu une éducation juive orthodoxe, mais qu'il abandonna complètement quand il arriva en France pour faire ses études de médecine. Et il ne transmit rien, mais rien de son judaïsme à ses trois fils. Et donc, en 1925, Kessel a 27 ans. Il est déjà très connu, c'est un héros de guerre de l'aviation. Il a remporté un succès très important avec son deuxième livre qu'a évoqué Hubert, L'équipage. Et Les Grands Reporters, c'est un grand reporter connu. Et à cette époque-là, il s'est lié d'amitié avec les milieux russes parisiens, et notamment avec Salomon Poliakov, dont il a traduit Le Messie sans peuple, paru en 1925. Et Poliakov est un des militants sionistes importants de cette époque à Paris, et très copain avec Chaim Weizmann, un des chefs du mouvement sioniste d'origine anglaise que vous connaissez. Et Chaim Weizmann invite son ami Poliakov en Palestine. Et Poliakov lui dit « Non, moi, ça n'a pas grand intérêt que tu m'emmènes en Palestine. Par contre, j'ai un copain qui est un jeune reporter, qui est brillant, qui est connu. Ce serait bien que tu l'invites lui. » Et donc, Poliakov représente Kessel à Weizmann. Et Kessel racontera plus tard cette entrevue qu'il a eue, la première en 1925 avec Weizmann. Je cite Kessel. « Je lui ai tout de suite dit « Écoutez-moi, je ne suis pas sioniste, mais pas du tout. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Ça me paraît une utopie très belle, mais enfin, une utopie. Mais vous m'offrez l'occasion d'un beau voyage, alors avec joie, mais c'est tout, je ne m'engage pas davantage. » Et Weizmann, très malin, lui répond « On verra bien. » Kessel propose alors ses reportages à un des grands quotidiens de l'époque qui s'appelle Le Journal, qui accepte des articles sur la Palestine. Et en plus, Kessel va leur proposer aussi des articles sur la Syrie et le Liban. Et à l'époque, au Liban, il y a des combats très féroces entre l'armée française et les Druzes dans le Chouf. Et le journal est ravi parce que tous les frais sont payés par le mouvement sioniste. Jeff embarque donc en avril 1926 sur le Champollion et nous décrit son arrivée dans la rade de Jaffa. C'était au printemps en rade de Jaffa, parce que nous ne pouvions aborder qu'à Jaffa et encore pas à quai. On devait sauter dans des barques qui nous menaient à terre. Mais le parfum des orangers arrivait loin dans la mer et quand j'ai mis pied à terre, j'ai eu l'impression, mais vraiment, que je connaissais cette terre où je n'avais jamais mis les pieds. Très vite, il se rend compte qu'il est le témoin d'une aventure extraordinaire. Weizmann lui explique cela. Ressusciter à la fois un peuple et une patrie, rendre leur fécondité, leur santé à une race et un sol, ramener sur une terre quittée depuis 2000 ans des hommes marqués du sceau de 20 nations et de 20 siècles. Kessel, comme toujours fidèle à sa méthode, s'en remet au hasard. Il n'écoute pas Weizmann, il se promène, il fait des rencontres. Et dès les premières heures, il fait des rencontres avec des personnalités assez exceptionnelles et qu'il décrira dans ce livre « Terre d'amour », qui est son premier livre, qu'il publie sur Israël. Il en écrira beaucoup d'autres que je vais vous présenter. Et je vais vous donner quelques citations de Terre d'amour. Ces Juifs qui retournent à la terre de Canaan, où comment la langue des prophètes revient toute chaude et vivante à un peuple qu'il avait oublié. Il s'enflamme et écrit « Je n'exagère pas, je ne me laisse pas emporter par un lyrisme facile. Ce que j'écris, je l'ai vu, j'en ai été les témoins. » Il insistera sur le mot témoin. Et même dans une interview dans les années 60 avec Michel Droit, il dit « Ces hommes, ces pionniers qui voient en 1926
C'est vraiment le sel de la terre. Il les admire, déjà assaillis par les Arabes, détachés de leur pays d'origine dans les pires difficultés, ceux qui ne pensent pas une seconde à eux, qui mettent tout en commun, qui affrontent la malaria, qui vivent d'une coupe de pain ou d'une poignée de fèves, qui travaillent 17 heures par jour pour créer, à son sens alors, une chimère. De son propre aveu, il a le coup de foudre. Il s'attache pour toujours à la cause du sionisme. C'est ce qu'il dit, je m'attache pour toujours à la cause du sionisme. La vie au kibbutz lui laisse un souvenir ébloui. Citation, c'était quelque chose d'exceptionnel, la gentillesse, l'hospitalité. Je me suis senti juif. Et là, ça rejoint ce que disait Hubert. Avant, aucun lien avec le judaïsme, aucun intérêt. Mais là, sa découverte de la Palestine et de l'aventure sioniste et des pionniers lui font découvrir son judaïsme et sa judéité. Je me suis senti juif. Même s'ils avaient été des hommes verts avec 2 cornes sur la tête, et si ces verts cornus avaient fait ce que ces gens faisaient en Palestine, j'aurais été pour eux à fond. Il reste à ce moment-là 2 mois en Palestine et il retournera l'année suivante, à nouveau pour 2 autres mois. Il va envoyer 6 articles de Beyrouth et de Damas qui paraissent chaque jour dans le journal à partir de mai 26. Puis au mois d'août, il publie ses 9 articles sur la Palestine et le pays continuera de l'inspirer. Il va publier cet ouvrage baptisé Terre d'amour, composé de ses reportages remodelés. Ça va d'abord paraître dans la Revue de Paris en 1927, puis dans cette édition qui est l'édition originale d'Art Mornay, et puis après chez Flammarion. Et dans ce livre, que je vous encourage à lire, d'ailleurs pendant le salon du livre que nous avons eu à l'instant, il y a les éditions Artaud, qui vient de publier Reportage en Israël. Donc ça reprend tous ces reportages en Israël de 26, de 48, de 61 et de 70. Ça vient de paraître. Mais sinon, ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller rue Campagne Première à la Rose de Java, chez Hubert. Voilà, c'est ce que j'allais lire. Vous aurez des éditions originales, ce qui est quand même beaucoup mieux des éditions modernes, et pour des prix tout à fait abordables. Il y a Ferrand. Tout à fait. Alors, Terre d'amour. Là, je vous présente un livre une édition originale de Terre d'amour assez exceptionnelle, parce que c'est l'exemplaire numéro 14. Vous ne voyez pas, c'est écrit un peu petit. C'est imprimé spécialement pour Monsieur et Madame Samuel Kessel, avec l'envoi suivant à ses parents: à mon père qui, par sa sagesse, sa passion des choses nobles et justes, à ma mère qui, par sa bonté, sa beauté, sa puissance de sérénité et de tendresse, m'ont fait comprendre cette terre d'amour. Je vous embrasse très fort, Jeff. Et donc, c'est l'édition originale dédicacée à ses parents. Et vous voyez la première page de ce texte, très bien illustrée par Feder. Le voyageur qui débarque en Palestine n'est jamais seul. Des souvenirs innombrables et tels que nul autre. Terre ne peut susciter d'équivalent, leur font escorte, la Bible, l'Évangile, les croisades. Quel point de l'univers a autant que celui-là, chacune de ces pierres marquées d'histoire, chacune de ces vallées couvertes de tombeaux et d'espérance. Donc c'est un superbe texte que je vous encourage à lire. Donc ça, c'est le premier voyage de Kessel en 1926, il retourne en 1927, puis pendant 20 ans, il n'y retourne pas. Et il y retourne de manière assez incroyable, c'est une histoire qui est connue. Il y retourne le 15 mai 1948, et quand il débarque, il obtient le visa numéro 1 de l'État d'Israël. Et pendant les années 20, avant de retourner en Israël, il a milité dans différentes associations. La première, c'est qu'il a témoigné auprès de son ami Henri Torres, qui était avocat dans le procès des pogroms. C'était un juif qui s'appelait Simon Sholem Schwarzbard, juif d'origine russe, qui avait assassiné le leader nationaliste ukrainien Simon Petlioria, qui avait été responsable de pogroms. On avait appelé ça le procès des pogroms. Ça avait donné naissance à la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui est devenue depuis, vous connaissez, la LICRA. Et Kessel était un des fondateurs de la LICRA et de la LICA à l'époque. Et il faisait souvent le coup de poing dans le quartier latin contre l'extrême droite et contre les Ukrainiens déjà. Il faut que la France s'intéresse au sionisme. Et il écrivait, justement, avant de retourner en 1948, il y a un contraste curieux. Toutes les objections, on les dresse hors de Palestine. Une fois qu'on y a mis les pieds, elles disparaissent. C'est que là-bas, la question ne se pose point. Et un seul fait compte, il y a un peuple juif, peu nombreux, souvent mal nourri, certes, mais qui existe, un peuple qui a sa langue, sa fierté, ses martyrs. Et donc, il attend 20 ans, comme je vous l'ai dit, pour y retourner en 1948. Il embarque à bord d'un petit avion, le Petrel, piloté par un jeune homme qui s'appelle Narboni.
en compagnie de 5 autres personnes qui essaient d'atteindre la Palestine. À l'époque, les liaisons sont coupées, la guerre est en train d'éclater, les 6 armées arabes envahissent la Palestine. Et il est envoyé par ses 2 amis, Pierre Lazareff et Charles Gombault, qui dirigent à l'époque François. L'avion est ballotté par la tempête. Ils essayent d'atterrir à Tel Aviv, là où Kessel veut atterrir, mais ils n'y arrivent pas. Ils vont atterrir à Haïfa. Et voilà ce que écrira Kessel. Ainsi, les rêveurs, les mystiques, les fous avaient eu raison. À l'instant même où les Anglais passaient leur pouvoir au gouvernement d'Israël, 6 nations arabes se jetaient avec une supériorité accablante en hommes et en armes sur l'État juif nouveau-né, minuscule, découpé en fragments isolés, proie en apparence d'une facilité dérisoire, mais à Nicosie, le radio-chef de l'aéroport restant absolument minuet, il nous donne l'ordre d'atterrir à Haïfa. J'aperçus de loin le rivage et un grand port étalé au bord de la mer, écrira Jeff. Tel Aviv, je me souviens des pauvres maisons assiégées par des dunes que j'avais connues à mon premier voyage en Palestine et des barques dansantes menées par des bateliers arabes dont on avait besoin alors pour toucher terre. Quel effort, quel essor magnifique, et tout ça voulait être jeté bas, saccagé, noyé dans le sang. Quand il atterrit à Haïfa, il écrit à nouveau « Atterrissage refusé, Haïfa donc, la peur au ventre, sur la piste, 3 garçons en chemise et short kaki, uniformes de tous les pays chauds, se dirigent vers les arrivants, qui apprennent alors que leur avion est le premier à toucher le sol de l'État d'Israël et qui sont les premiers à y débarquer. Jeff s'avance, son passeport à la main, et le garçon, jeune, roux et rude, appose le visa d'entrée sur son passeport, lui dit assez ému « Vous avez le visa numéro 1 ». Et donc, ça prend premier reportage pour François, vous avez la couverture de François à l'époque, Joseph Kessel nous câble de Tel Aviv, à Haïfa, j'ai obtenu le visa numéro 1 de l'entrée dans l'État d'Israël. La guerre était déjà commencée, alors que nombre de ses confrères, écrira Yves Courrière dans une super biographie Yves Courrière qui s'appelle comment Sur la piste du Lion. Sur la piste du Lion. Yves Courrière raconte que Kessel s'employait à faire le point sur les combats fluctuants. Il consacra ses efforts à faire comprendre au public français la somme d'héroïsme, de volonté, de fureur que représentait la résistance d'un peuple de 700 000 âmes face aux millions d'Arabes qui, au nord et au sud, à l'ouest, ne rêvaient que de les détruire. Et donc, là, vous avez Kessel en Israël en 1948, à gauche en Israël, et puis à droite, c'est le dos de la couverture de Terre de Feu, avec un chèche autour de la tête, où il y a marqué en légende Joseph Kessel chez les Arabes. Et à l'intérieur de cette édition de 1948 de Terre de Feu, vous voyez certaines photos qui sont prises à l'époque par le photographe qui l'accompagne, qui est avec lui dans l'avion. Paul Ezoué. Paul Ezoué, exactement. Comme vous voyez, Hubert est incollable sur tout. Kessel éprouve le feu de l'ennemi, les piscaillouteuses, et le cinquantenaire, il a plus de 50 ans à l'époque, n'économise ni son temps, ni sa santé, son énergie. Il est témoin parmi les premiers. Et voilà ce qu'il écrit. D'un côté, il y avait les États arabes sans cohésion, uniquement menés par des ambitions de leurs maîtres et dont les troupes, parce qu'elles ne savaient pas pourquoi elles se battaient mal. De l'autre côté, il y avait cet extraordinaire peuple juif, sorte de légion étrangère qui s'était assemblée sur le sol des ancêtres, qui avait retrouvé pour langage commun la plus vieille des langues mortes, et nourrissait pour ce sol et cette langue le respect, l'attachement, l'amour passionné des hommes qui voient pousser une maison, croître un arbre, fleurir un jardin né de leurs mains. Les hommes de ce peuple ne luttaient pas pour des conquêtes ou des avantages économiques ou des convoitises politiques. Ils défendaient leur vie profonde et toute nue. Ils disaient « Nous possédons la plus sûre des armes secrètes. Elle tient en 2 mots. Où aller ?» Lorsque Kessel regagne Paris, Israël à un mois est reconnu par l'URSS et les États-Unis. Et Weizmann, celui qui a fait découvrir la Palestine, est devenu le premier président de l'État hébreu. Malgré son horreur de parler en public, il n'aime vraiment pas parler en public. Jeff accepte l'appel du Kiren Kayemet les Israël de France, le Fonds national juif, de prononcer une conférence à la Maison de la Chimie, non loin d'ici, le 23 juin 1948. La salle est comble, les spectateurs ont payé pour leur place des sommes importantes au profit du secours de l'État d'Israël. Follement acclamé, Kessel raconte durant 1 heure comment il a vécu la bataille. Citation. « Non en juif, précise-t-il, parce que l'histoire d'Israël au combat dépasse la cause juive, quelque juste et fière qu'elle soit, et qu'elle se hausse tout simplement à l'histoire et à la conscience du monde, mais en témoin d'événements historiques et d'une importance exceptionnelle. » L'été, après, il écrit ce texte, Terre de Feu,
à partir des articles parus dans François. Il ne va pas retourner en Israël avant 1961 et il retourne pour un événement exceptionnel que vous connaissez, le procès Eichmann. Nous sommes en avril 1961, il est à nouveau envoyé par son ami Lazarev pour François. Il va rester de avril à août 61 pour poursuivre ce procès et lui, il va le suivre vraiment. Moi, j'ai toujours détesté le texte de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, parce qu'Hannah Arendt est restée 15 jours, elle n'a rien compris. Et son texte est une banalité, ce n'est pas la banalité du mal, son texte est une banalité, d'une superficialité totale. Par contre, je vous encourage à lire Le temps des juges, qui paraît dans Terre d'amour et de feu, de Kessel, qui est une vraie couverture du procès Eichmann. Et je vais vous lire quelques extraits où, avec la force de sa plume, d'abord, il surnomme Eichmann l'araignée. Quand vous voyez la photo de Eichmann dans son bocal de verre, c'est assez bien vu. Grand maître des transports pour les camps de concentration qui avait envoyé des millions de juifs vers les chambres à gaz et les fours crématoires, j'avais connu là-bas le temps des pionniers, puis le temps des guerriers, voici le temps des juges. Comme il le disait à son ami Pierre Schandorfer, il ne voulait pas juger, mais il voulait comprendre. Et puis il décrit l'arrivée d'Eichmann dans son box. Par l'effet même de la surprise, j'oubliais en ce moment tout ce que je savais de lui. Il me sembla que me bousculait un homme inconnu. Or, je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, même ainsi, j'eus un mouvement instinctif de recul, de répugnance, de profond malaise. La maigreur reptilienne du corps, les arêtes à la fois aiguës et fuyantes du visage, la bouche d'une minceur extrême, cruelle et fausse, les yeux cachés par des lunettes, mais attentifs, immobiles et aux aguets, tout prévenaient contre cette apparition. Ces journées sont très éprouvantes pour Kessel. D'abord, il doit assister aux séances du tribunal, revenir en toute hâte à son hôtel, rédiger un compte-rendu, le dicter à une dactylo-israélienne d'origine française, et puis envoyer ces documents par les services de transmission, qui étaient très compliqués. Vous voyez, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui avec Internet, les mails et un téléphone. Mais aussi, nous sommes en mai 1961, il a la joie d'être à Jérusalem pour les 13 ans de l'État d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit. Dans la religion hébraïque, lorsqu'un garçon atteint 13 ans, on célèbre sa bar mitzvah, il entre dans l'âge d'homme. Alors voilà juste 13 ans qu'Israël existait. La fête de l'indépendance était cette année en même temps sa bar mitzvah. Du soir au matin, tout un peuple danse et chante dans la rue. Je n'ai jamais vu un peuple danser ainsi. L'indépendance d'Israël vivait dans l'âme et dans la chair de ses enfants rassemblés, après tant et tant de siècles, à partir de temps et de temps de rivage. Il publie, il retourne en France évidemment, il décide alors de publier, parce que c'était un spécialiste de ça, de compiler ses textes et de faire des nouvelles publications. Il publie en 1965 Terre d'amour et de feu, qui donc rassemble Terre d'amour de 1926, Terre de feu de 1948 et les juges sur le procès à Eichmann de 1961. Et là, je vous présente, ça a été publié chez Plomb en 1965. À gauche, vous avez l'édition originale de ce texte, avec spécialement imprimé pour André Malraux, qui était le grand ami de Kessel et qui était aussi un vibrant sioniste. Et vous voyez l'envoi très amical de Kessel à Malraux, à toi, cher André, de tout cœur, vraiment, Jeff. Et puis à droite, l'édition originale imprimée spécialement pour Georges Kessel, donc le jeune frère de Jeff Kessel, le père de Patrick Kessel et donc le beau-père d'Anne-Marie Kessel qui nous fait le plaisir d'être dans la salle. Voici l'envoi, vieux frère, tu es les derniers qui restent de ceux auxquels était vraiment destiné le spécial pour, et tu es le premier à qui je le donne, en renouvelant la tradition, je t'embrasse pour tous les autres. Jeff, évidemment ses parents sont décédés, et là c'est un lien avec le Terre d'amour dédié à ses parents, là c'est celui dédié à son frère, et vous voyez bien le lien filial, familial qu'il noue à travers son judaïsme, à travers Israël et à travers ses textes sionistes. Il continue son travail pour Israël. En 1968, il accepte d'écrire le texte d'un très beau livre de photographie qui s'appelle « Israël que j'aime », légendé et raconté par Noël Calef et photographié par Patrice Molinard, qui part en 1968, qui est un très beau livre avec de très très belles photos de l'époque. Et c'est à nouveau un cri du cœur et un cri d'amour pour Israël. Il ne va pas en Israël pendant la guerre des 6 jours. Par contre, il y retourne en 1970 et il accepte d'écrire le texte d'un film de Frédéric Frossif, un documentaire,
sur le sionisme, l'aventure d'Israël jusqu'à la guerre des 6 jours. Et ce film s'appelle Un mur à Jérusalem. C'est un très beau documentaire avec le texte de Kessel et la voix de Kessel. Et je vous lis la 4e de couverture que vous voyez à droite. Pour la première fois depuis 20 ans, les Juifs ont accès au mur des lamentations. Le général vainqueur Moshe Dayan écrit un vœu conformément à la tradition. Il le dépose dans le mur, ce qu'il souhaite, la paix car la victoire n'est bâtie que sur la guerre, la paix car la victoire est deuil et misère, la paix car elle embrasse la justice et engendre la vie. Il retourne en 1970 et là, il décide de tracer une série de portraits absolument extraordinaires qui s'appelle Les Fils de l'impossible. Il y a une vingtaine de portraits très différents. Là, vous voyez la 4e de couverture, les 3 Shvetouman, grand-père, fils et petit-fils. Mais son combat pour Israël ne s'arrête pas là. En 1972, Jean Friedman et les éditions Talandier lui proposent de co-diriger dans une édition historique qui marchait très bien à l'époque, qui s'appelait Miroir de l'Histoire, un périodique consacré à Israël, qui sera un mensuel, qui va paraître pendant 3 ans. Il y aura plus de 50 numéros. Et là, Kessel rassemble une bande de copains, qu'il invite d'ailleurs tous les week-ends au Normandie, à Deauville, payés par les éditions Talandier. Et ils boivent beaucoup, ils font beaucoup la fête, ils mangent beaucoup, ils ne travaillent pas énormément. Kessel n'écrira d'ailleurs que 2 articles sur les 50 numéros, mais ce sera son dernier combat, les combats pour Israël. Les deux articles qu'il a écrits, c'est l'article d'introduction des combats d'Israël. L'avenir d'Israël s'est plongé dans les ruines de Varsovie. Il part de la révolte du ghetto de Varsovie de l'avril 1943 pour dire que cet esprit combattant du ghetto de Varsovie a inspiré l'aventure sioniste d'Israël. C'est un très beau texte. Et puis, pour conclure, parce que j'ai été trop long, je voudrais 3 minutes. compléter la boucle. Il meurt en 1979, mais l'émerveillement pour la beauté du monde est resté intact pour Israël aussi. À quelques parties, confessions, opinions qu'on appartint avait-il écrit dans Terre de Feu, on ne pouvait être que saisi de stupeur et d'émerveillement devant cette aventure sans pareille dans l'histoire de la persévérance et de la vaillance humaine. Son dernier vœu est que son épée d'académicien, ainsi que le manuscrit des Fils de l'impossible soit remis à l'Université hébraïque de Jérusalem. Son épée, qu'il fit dessiner en 1962 pour son entrée à l'Académie, et c'est d'ailleurs Jean Cocteau qui l'a dessiné, et sur la fusée figurent 4 symboles. Une croix de Lorraine, en hommage aux résistants de la première heure qu'il fut, l'étoile polaire pour rappeler l'ascendance russe, la croix du Sud pour mentionner l'Argentine de sa naissance, et l'étoile de David, scintillant dans le flamboiement de ses millénaires d'années-lumière, en référence aux origines de sa famille. Devant les académiciens, qui comptèrent parmi eux Charles Maurras et qui liront bientôt l'antisémite Paul Morand, il déclare « Qui avez-vous désigné pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant des millénaires dans les annales de la France ?» En fait, il est élu au siège du duc de la Force. Vous avez choisi un Russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Orient oriental. Vous savez, messieurs, et bien qu'il a coûté la vie à des millions de martyrs, vous savez ce que ce titre signifie encore dans certains milieux et pour trop de gens. Et donc, en 1983, l'épée de ce juif d'Orient oriental est remise selon son vœu à l'Université hébraïque de Jérusalem par l'académicien Jean d'Ormesson, qui déclarera en la remettant « On demande parfois à quoi sert l'Académie française. À rien. Tout comme cette épée. Pourtant, cette épée est un instrument de combat, un instrument de paix. Je crois que Jeff Kessel aurait voulu qu'elle s'appelât Shalom. » Je vous remercie. Tu as encore 3 minutes, Hubert, si tu veux ajouter quelque chose dans la manière. Est-ce que Jeff t'a parlé d'Israël? Et comment, en quels termes? Oui, il parlait d'Israël, bien sûr, on a parlé d'Israël. Moi-même, j'avais demandé de voir le visa numéro 1. Donc, celui qu'il avait eu en 1948. Et donc, il m'a montré le passeport qu'il avait gardé avec le visa numéro 1. Mais on parlait d'Israël parce que c'était un sujet obligatoire, quasiment. Mais on ne parlait pas du judaïsme. Je pense que la seule expérience du judaïsme pratiquée, c'est quand il a passé un Shabbat chez mes parents. Donc,
Non, l'histoire, c'est qu'il voulait rencontrer mes parents. Donc, OK, il me dit, ouais, tu vas organiser ça, tu es un grand, tu vas pouvoir le faire. Donc, puis je lui dis, bah, mes parents te proposent de venir un vendredi soir. Il dit, dis donc, mon garçon, tu ne vas pas me faire le coup de Shabbat? Je dis, si, si. J'ai un Shabbat couscous, bah, je dis obligatoire. Voilà. Donc, je pense que par rapport au judaïsme, c'est à peu près une des rares expériences que je connaisse. Il n'en avait pas. Et après, peu lui importait, c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était le combat. Oui, bien sûr. Le combat était plus intéressant pour lui. Comme il disait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Je préfère les hommes aux idées ». Là, c'est parfait. C'est une phrase parfaite. C'est parfait, mais il nous a donné les deux. Comment? Il nous a donné les deux. Il nous a donné les deux. Ouais. Bon, alors, si on les laisse ensemble, on passe la nuit, on n'a pas de sac de couchage, donc je voudrais passer, si vous voulez bien, aux questions dans la salle, parce qu'il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de micro, il faut parler très fort. Merci beaucoup, Brice. Pardon? Je suis désolé, je suis très sale. Non, vous donnez vraiment envie de relire Kessel. J'ai juste lu le livre où j'avais tout petit, avec cette erreur de la pratique de nous faire lire des livres quand on est jeune, alors ce sont des livres d'adultes. Et donc, merci beaucoup. S'il ne peut pas prendre de questions, un commentaire. Vous donnez vraiment envie de replonger dans le personnage, dans ces voyageurs, ces auteurs. Et merci beaucoup avec ces deux regards très différents. Alors, pour répondre à votre question, ça c'est un livre qu'a écrit Hubert Boukhara, donc je peux en parler plus facilement que lui, en plus j'étais préfacier, qui s'appelle Jeff, Romain, Arthur et les autres. Donc là, il a un peu plagié Claude Sauté dans son titre, ouais. On en a parlé. Mais Jeff, c'est évidemment Kessel. Romain, vous l'avez reconnu. Gary et Arthur, c'est qui? Non, Kessler. Arthur Kessler. Donc il y a quand même une filiation. Il y a quand même une filiation entre les trois. Et en fait, c'est des petites fiches de lecture. C'est des chroniques littéraires. Des chroniques littéraires de tous les grands textes que Hubert adore et dont il parle très très bien. Et donc, je vous encourage, il le vend après la conférence, il le vend et il vous le dédicacera. Mais surtout, si vous ne connaissez pas bien Kessel, tu as chroniqué combien? Une vingtaine de Kessel? 30. 30, ouais. Voilà. Donc, vous avez 30 chroniques de Kessel là-dedans. Donc, vous lisez les chroniques d'Hubert et en fonction de vos goûts, par exemple, là, je tombe sur Fortune carrée, superbe texte, Belle de jour, sublime, Vent de sable, passionnant. Voilà, mais là au moins vous avez une chronique intéressante qui à partir de là vous donne envie, puis on donne envie d'aller acheter. Après vous allez rue Campagne première. Voilà. Donc il y a à peu près Kessel, c'est à peu près 30 livres, 30 chroniques de Kessel, plus au préalable une présentation, une mini biographie avec quelques dates et faits marquants. Ensuite c'est Romain Gary avec 20 titres. Avec même concept, une petite biographie. Tu as connu Romain Gary aussi, tu ne nous as pas dit. Oui, mais c'est grâce à lui. Mais moi, j'ai rencontré des personnages que grâce à lui. Sans lui, il n'y avait personne. Voilà. Mais après, on passe à Arthur Kessler, où je présente quelques livres. Et après, il y a plein d'autres auteurs qui sont classés par des sortes de catégories. Il y a les voyageurs, les aventuriers, les gouailleurs, les marcheurs parisiens, les Italiens. Et il y a même il y a un passage sur la littérature un peu fantastique avec Orwell, Huxley, je ne sais plus qui encore, Bio Casares, qui est un Argentin que j'aime beaucoup. Donc, il y a une centaine de livres présentés à peu près dans ce volume-là. Et donc, si tout va bien, il y aura un deuxième volume dans quelques temps. Je suis aussi un directeur de Kessel. Et les après-midi, souvent, les passer chez Hubert. Donc, Hubert, bon, c'est un impressionniste, mais je voudrais bien que tu essayes de raconter quelque chose que tu peux raconter. Tes vacances, par exemple, avec Gary et Kessel.
À Majorque. Je ne sais pas si c'est pas trop résisté. Ouais. Et puis aussi, un passage que tu as eu chez Chagall avec Kessel. Alors, bon, Chagall, ça commence par un jour, il me dit dis-moi, gamin, tu connais Chagall? Bah, j'y connais de connaître, je sais qui il est. Il dit mais tu connais quoi de Chagall? Bah, je sais pas, le plafond de l'opéra, par exemple. Il dit très bien, je dis puis, les dessins qu'il a fait pour Apollinaire. Et puis à Jérusalem, à l'hôpital Adassa, il y a les vitraux, etc. Ah, il me dit bah, tu sais qui il est? Bah, je dis oui, mais je ne connais pas lui. Il me dit bon, ben, on va aller le voir. Ah, je dis ah bon, on va aller le voir, mais comment ça? Il me dit à Paris, simplement. Il me dit mais comment, à quelle occasion? Il dit il y a une exposition au Sénat, au musée du Sénat, c'est une rétrospective, et donc il sera là. Et je dis donc je vais avec toi. Il dit oui, tu viens avec moi, tu m'accompagnes. Donc voilà, tu me fais. Alors tu te fais beau, tu rases ce qui dépasse, tu te mets une jolie chemise. Comme je t'ai dit aujourd'hui. Voilà, exactement. Tu te mets une jolie. Non, parce que François m'avait dit ça en prévision de ce jour. Il me dit tu te rases, hein. Et on prenait un café à côté de la boutique. Bon, tu te rases, tu mets une jolie chemise, une jolie veste. Ah ben je dis tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Et voilà. Donc, et puis on va à cette exposition c'était remarquable parce que bon, moi j'aimais bien le peintre évidemment. Et puis je lui dis dis-moi Jeff, on va le voir ton copain? Il me dit quel copain? Bah, je dis tu sais s'il y avait des sapins avec des boules qui brillent et des guirlandes, j'aurais pu évoquer le Père Noël. Ah, il me dit tu veux parler de Chagall? Mais par exemple, il me dit pourquoi tu dis mon copain? Bah, je dis parce que c'est ton copain. Il me dit oui, mais pourquoi? Parce que vous êtes Russes tous les deux, vous êtes à quelques petites années près, vous êtes de la même génération. Si tu es là, c'est pas par hasard. Moi, je suis là parce que je suis avec toi. Donc, c'est ton copain. Et là, il me fait une réflexion. Il me dit tu sais pourquoi je t'aime bien? Ah, je dis je crains le pire, là, quand même. Il me dit je t'aime bien parce que tu as oublié d'être con. Voilà, bon, ça devait être. Je suppose que c'est un compliment. Voilà. Donc. Et puis, effectivement, à un moment donné, ils se parlent, ils s'embrassent, ils se parlent en russe. Et donc, j'ai vu Chagall là, comme ça, là, tout de suite. Voilà. C'était un personnage absolument remarquable. Et très gentil. Et très gentil, ouais. Très généreux et très gentil. Donc après, Gary, c'était un ami de Kessel, mais proche, tellement proche que le 23 juillet 1979, le jour de la disparition de Kessel, de Jeff, Gary a pleuré pendant une semaine. Ils étaient vraiment très proches, très très proches. Et donc, on avait passé des vacances dans la maison de Gary à Majorque. Alors, Gary était quand même un peu curieux. Hein. Ouais. Donc, ça sera peut-être l'année prochaine. Ouais, peut-être. On pourrait faire une conférence sur Gary. Non, mais Gary était quelqu'un de particulièrement intelligent, mais par moments, il avait des absences. Il s'évadait. Et il était physiquement là, mais il était ailleurs. De temps en temps, ça lui prenait. Mais ça n'empêche pas le talent. Hein. Mais 2 questions là. Le masque. Je répéterai la question. Alors, quelle aurait été, c'est de l'Uchronie ou l'histoire en fiction, quel aurait été son avis de la situation actuellement? On ne peut pas extrapoler. Voilà, mais j'essaierai de répondre différemment. En préparant cette conférence, quand Talandier lui demande de co-diriger cette revue, les combats d'Israël, qui est une revue vraiment passionnante, hein, qu'il faut lire les articles, c'est des grandes plumes qui ont animé, il y a Desrogies, il y a Yves Courrière, il y a Weber. Ouais. Comment ça s'appelle? Non, Weber. Bon. Il y a des très belles plumes. Ça devait être les combats d'Israël, mais il devait y avoir aussi de temps en temps le point de vue arabe. Kessel refusait le point de vue arabe. Et pas mal de ses copains journalistes ont dit, écoute, on fait une revue, c'est pas une revue qui doit être un peu neutre, qui doit être un peu expliquer évidemment l'aventure israélienne et le miracle de l'aventure israélienne, mais aussi pour montrer le point de vue des Arabes, des Palestiniens.
Et Kessel refusait. Donc il a vraiment refusé, et d'ailleurs, on considère qu'un des échecs, parce que ça a été un échec, ça n'a pas bien marché, ils ont arrêté au bout de 50 revues, c'est que c'était trop un parti pris. Donc pour nous, moi, en tant que militant sioniste, j'adore. Mais effectivement, pour une revue généraliste grand public dans la France des années 70, en plus c'est la France des années 70, on est 72, 75, on a Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, Jacques Chirac qui vend des centrales nucléaires à Saddam Hussein, et on a Sauvagnard, ministre des Affaires étrangères. Donc c'était le cauchemar absolu. D'avoir une revue sioniste, c'était très bien, mais ça touchait qu'un public assez étroit. Donc je pense que Kessel, dans sa passion sioniste et son amour d'Israël, serait resté, comme moi, subjectif jusqu'au bout. Très bien. Ah oui, complètement. Oui, madame. Alors là, comme disait Niki, on va passer la ligne. c'est C'est compliqué. aventureuse, C'est compliqué. terre d'amour et de feu. Il a été marié une première fois avec Sandy, qui était roumaine. Donc, c'est aussi l'héroïne d'un de ses livres, c'est La Rose de Java, justement. Donc, il y a une jeune femme décrite très belle, mais, qui est séquestrée par un vieil Anglais. On sait bien que c'est elle. Donc, il se mariait, c'était quand même un grand amour pour lui. Mais, grand amour peut-être, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une maîtresse à côté. C'était comme ça. Il y avait Sonia. Ah non. Comment? Dominique aussi. Ben, Dominique, c'est Sonia. Oui. Dans Le Tour du Malheur, Dominique, c'est Sonia dans la réalité. Bon. Mais il ne pouvait pas, c'était comme ça. Donc, même s'il était très proche, très attaché à sa première épouse, Sandy, c'est-à-dire que ça allait au point, même quand Sandy est morte dans un sauna à Davos, elle était tuberculose, mais dans l'hôtel où Jeff était, d'un côté, il y a sa femme qui était en train de mourir, et à l'hôtel, il était avec Sonia. Bon, c'est peut-être, bon, c'est comme ça. Mais après, plus tard, pendant la guerre, c'était Germaine Sablon, la chanteuse, qui avait chanté le chant des partisans, etc. Et, il y a un très beau livre, d'ailleurs, je vous conseille, de Dominique Missica, Un amour de Kessel, ouais, consacré aux amours entre Joseph Kessel et Germaine Sablon. Mais après, c'était un coureur. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'était un coureur et c'était un séducteur. Après, il en avait la légitimité. C'était un beau mec, donc il ne s'en est pas privé. Voilà. Sa troisième femme était une Irlandaise qui s'appelait Michel. Alors, sa dernière femme, c'était peut-être l'erreur, ça. Michel, c'était l'erreur. Michel, elle avait un problème. Elle buvait de façon totalement démesurée parce qu'elle avait fait, la pauvre, c'est pas très drôle, mais bon, elle fait 13 cures de désintoxication. Il arrive à ce niveau-là, ça ne se soigne même plus. Et puis, à la fois, elle l'aimait, à la fois, elle le détestait. Donc, sa deuxième femme, c'était même avant la guerre, c'est Katia. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais tu aurais dû tout le temps rester avec Katia, c'était la femme parfaite. Mais bon, ce n'était pas son avis. Voilà. Et puis, bon, comme Gary avait la même attitude. C'était un séducteur. Donc, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et Jeff, c'était non seulement un séducteur, mais en plus, c'était un cavaleur. Ça fait beaucoup de choses, là. Bah oui, mais bon, il ne faut pas avoir que des qualités. Donc, il avait une vie amoureuse tumultueuse. Mais c'est peut-être la vie qu'il a choisie aussi. Mais il le raconte bien dans Le Tour du Malheur, justement, d'une manière assez objective. Ah oui, justement, oui. sur ces déchirements que ça provoque. Ouais. Non, il n'a pas voulu avoir d'enfant. Il ne voulait pas. Il n'a pas eu d'enfant, il ne voulait pas. Alors après, ça, c'est de l'extrapolation. Hein. Il y a peut-être des petits Kessel ailleurs, mais ça, on ne le sait pas. Voilà. Ça, on ne le sait pas. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais juste prendre la parole par rapport justement à ce que vous dites, M. Picard, parce que mon ami Anne-Marie Kessel m'a confié au début que vous avez pris le micro et que vous avez commencé à nous raconter
toutes ces histoires que vous avez vécues avec Joseph, qu'en fait, il aurait adoré avoir un fils et sous-entendu qu'il l'a trouvé. Écoutez, je pense qu'on peut. Après, c'est un sujet. Plus dire mieux. C'est un sujet que je pense qu'il ne fallait même pas aborder. Il ne voulait pas d'enfants, simplement, c'est tout. Ouais. Puisque vous racontez, vraiment, ça me touche parce qu'il était vraiment très proche de vous. Et ce qui ressort de ce que vous racontez, c'est que vraiment, il aurait agi de la même façon avec son propre fils. Qui sait? Absolument. Je crois qu'il faut rester sur cette note. Ça vous intéresse? On est là. Ah, merci. Merci. Ouais. Ça va, Bruno? C'est gentil d'être venu. Ça va? Ouais. Ouais. Attends, j'ai un stylo. Super, combien vaut le 25. Ah, merci à vous. 25. Salut les amis. À plus tard. Ah, t'es venu? Ah, super. Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais je suis en train de faire.